Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine Presse Club de ce samedi 14 octobre 2023. L'actualité de la semaine a été caractérisée par beaucoup de faits et nous allons en débattre avec nos différents confrères qui sont avec nous aujourd'hui, qui se sont déplacés malgré la pluie qui s'est abattue sur la ville-province de Kinshasa. Eh bien, mais avant de le recevoir, vous devez vous habituer, nous allons prendre d'abord les grandes lignes de l'actualité de faits marquants la semaine avec Laredi Bakeba. Laredi, bienvenue. Merci, Christian Chibassou. Bonjour, chers téléspectateurs. Voici les grandes lignes de la semaine. Alors, parlons de la situation sécuritaire en l'Est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a décidé, à travers un message adressé à la nation, diffusé sur les antennes de la télévision nationale, d'assouplir les restrictions liées à l'état des sièges en vigueur dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu depuis le 3 mai 2021. C'est après les décrètements ou après avoir examiné les recommandations de la table ronde sur l'état de siège et avec l'escalade de la violence dans la province du Nord Kivu a suscité les inquiétudes majeures, poussant ainsi les États-Unis à appeler à une solution politique plutôt qu'à une intervention militaire. L'ambassade des États-Unis à RDC a exprimé son vif souci face à l'intensification des combats entre une coalition de groupes armés dont le Wazalendo et les M23, entraînant ainsi des pertes en vies humaines, des déplacements massifs des civils. À travers une déclaration, les États-Unis ont invité les parties prenantes à respecter rigoureusement les accords conclus dans les cadres du processus de médiation régionaux, y compris les cessez-le-feu en vigueur depuis le 7 mars dernier. Dans l'actualité également, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu à Kinshasa, au palais présidentiel, le général Oligui Nguema, le président de la transition de la République gabonaise. Les questions de paix et de sécurité étaient au centre de leur échange. Cette visite du général Brice Oligui marque également une nouvelle étape de sa tournée diplomatique dans l'espace de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Toujours dans l'actualité, Christian Chibassou, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu les diplômes de docteur honoris causa à l'université de Kinshasa à travers ses nombreuses réalisations en faveur de la population congolaise durant son premier quinquennat. Honoris causa, pour la petite histoire, est une allocution latine qui signifie tout simplement pour l'honneur. Donc, ce titre honorifique est décerné à une personnalité dont une fonction donnée ou dans la conduite exceptionnelle d'une activité. La semaine a été également marquée par le rejet de la motion contre le gouverneur de la ville de province de Kinshasa, Gentili Ngobila Mbaka. Vous le savez, il a été accusé notamment de mégestion, du surendettement par un collectif de députés provinciaux dont le député Steve Mulumba en était l'initiateur. Au cours d'une plénière tenue à Kinshasa, 2 sur 5 députés initiateurs de cette motion de défiance ont nié l'existence de cette dernière. Et voilà en gros le gros de l'actualité. La semaine, merci beaucoup Laredi Bakeba. Tout de suite, Végil, avant de voir nos invités nous rejoindre sur ce plateau. Merci beaucoup. Nous sommes derrière tous sur ce plateau pour en débattre avec nos confrères qui vont analyser l'actualité. L'actualité, le fait marquant ont été présentés par Laredi Bakeba il y a quelques instants. Mais là, je présente mes invités. Lui est l'habitué de ces magazines. Il s'appelle Gardi Diana. Aujourd'hui, je ne vais pas massacrer votre nom. Merci. Bienvenue. Merci Christian Chibassou pour l'invitation. Je profite pour saluer également mes co-débatteurs et les téléspectateurs de cette belle émission. Merci beaucoup Gardi, avec vous Linette, que nous aimons bien. Gardi Diana, qu'on a toujours eu l'habitude de massacrer le nom, mais aujourd'hui il a dit, mon nom, il ne faut pas le massacrer. Je m'appelle bel et bien Gardi Diana et non pas Gardi Diane. Eric
Isabi, hein, pour ceux qui le découvrent, c'est un journaliste talentueux depuis des années, des antennes A. Eric Izami, bienvenue. Merci, cher Crispin Chibassou. Merci de l'invitation et j'ai dit également bonjour à mes co-débatteurs et surtout à nos téléspectateurs qui vont suivre. J'espère que nous passerons de bons moments en votre compagnie. Ça fait plaisir d'être retrouvé sur le plateau de partagé, télévision. Ça fait tellement longtemps et toujours aussi frais. Hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le compliment. Alors, lui, c'est Grady Bongwele, journaliste de Congo Belge Télévision. Il sera avec nous aujourd'hui pour aussi apporter sa touche à l'analyse de l'actualité de la semaine. Grady Bongwele, bienvenue. Merci, Crispin. Bienvenue aussi à tous ceux qui sont avec nous sur ce plateau. J'espère que nous allons passer des bons moments à analyser toutes les questions sensibles du pays. Alors, nous avons débuté avec les grandes lignes de l'actualité présentées par Laredi Bakeba. Situation sécuritaire, le chef de l'État promet l'assouplissement des mesures, l'assouplissement des mesures sur l'état des sièges. Gardi Diane, votre réaction? Merci, je crois qu'à ce niveau, on parle pas de... C'est pas une promesse. Il a déjà pris l'engagement. Il vous souviendrez qu'il y a eu une table ronde autour de ces sujets-là, parce que quand vous êtes sur terrain, la plupart de notables de ce coin ne jurent que par la levée totale de l'état de siège. Il y a quand même une frange de l'élite qui pense qu'il fallait conserver l'état de siège après autant d'analyses. Le chef de l'État décide de prendre la mesure, mais je crois que la vérité, ce qu'il faut dire, c'est que cet allègement, pour moi, est ce qu'on appelle des mesures transitoires avant la levée complète de l'état de siège. Mais c'est comme je le dis, beaucoup de gens qui ne comprennent pas le sens de cette décision. Moi particulièrement, le chef de l'État fait ce que j'avais préconisé depuis toujours. Je crois que quand on entre dans une dynamique, parce que la plupart des gens ne le savent pas, l'état de siège, j'ai l'habitude de le dire, si dans l'approche militaire, on n'a pas réussi à obtenir les résultats escomptés, c'est-à-dire qu'imposer une paix définitive sur le sol sous occupation, mais sur l'approche stratégique, ça nous a permis de voir clair et de faire évoluer cette guerre, qui autrefois une guerre asymétrique interne, entre une guerre congolo-congolaise telle que les ennemis de la République aimaient nous le rappeler, mais aujourd'hui c'est presque une guerre par procuration. Nous connaissons face à qui nous combattons et quelles sont les forces en présence au-delà de nous. Et quand vous avez pris cette tangente-là, forcément la cartographie sécuritaire change. Ça veut dire que l'État ne peut pas de manière brusque quitter une situation d'état de siège, alors que la question pour laquelle on avait instauré cet état de siège persiste encore, basculer vers la gestion civile. Je crois qu'à ces niveaux-là, la réalité risquerait d'être très très fatale. Le chef de l'État a pris certainement une bonne décision, question de préparer suffisamment l'État congolais via l'armée à pouvoir... une sorte de transition. Oui, il a utilisé dans son discours, c'est une phase transitoire avant de pouvoir décider quelle autre option prendre ou encore lever carrément cet état de siège. À mon sens, ici, je crois que c'est une décision qui arrive, mais ça c'est pour des raisons d'ordre sécuritaire. Sur l'approche politique, on arrive à l'approche des échéances électorales. Ça veut dire que quand on a une province comme le Nord Kivu qui est sous état de siège, mais il n'y a que, je crois, à la limite de territoires qui sont sous occupation, faudra, à mon humble avis, libérer un peu certaines contraintes pour faciliter le processus d'élection ou encore le processus électoral ou encore le processus de vote, mais aussi l'ensemble des éléments qui entourent ces processus électoraux, notamment la campagne électorale et autres. Et je crois que c'est dans cette perspective-là que cela a été fait. Question de ne pas handicaper les candidats de cette contrée-là, mais aussi préparer la population. Parce que, qu'on le veuille ou non, il faut recréer le cadre de vie dans ces espaces-là. On va aller vers une nouvelle législature. Il ne faudra pas qu'on reste dans un contexte assez crispé. Je crois que ça aurait été aussi très néfaste pour le pouvoir en place. Et en mon sens, je crois que tout a été fait. Et on espère que finalement, malgré cette sorte de relâchement, les dispositions sécuritaires seront prises pour éviter justement cette forme de regain de violence dans cette partie qui, allez, il faut le dire, vit cette situation de la sécurité depuis maintenant plus de 2 décennies. Des décennies et l'état des sièges a pris aussi plus d'une année. Plus d'une année, je crois presque 2 ans déjà. Presque 2 ans. Presque 2 ans déjà. Presque 2 ans déjà. Au départ, on croyait que ça allait prendre quelques semaines, quelques mois, mais on est déjà au-delà. Oui, mais c'est parce que j'ai l'habitude de le dire, quand on a pris la décision de l'état de siège, je peux me permettre de le dire, je crois que c'est parti d'une très bonne volonté,
Mais dans le fond, la complexité de la situation de l'Est, on ne l'avait pas sincèrement bien cerné. Et que, comme d'habitude, j'ai dit souvent aux gens, la guerre de l'Est, c'est une question de rapport de force. Contrairement au communiqué des Nations Unies, bon, ils sont dans une dynamique que nous on connaît, on fait décrier depuis toujours. Oui, ils pensent que on ne peut pas prendre l'option militaire, mais ça c'est trop tard. Vous ne pouvez pas nous le dire maintenant parce qu'on ne sait plus entendre ces genres d'argumentaires-là. Mais je crois que l'état de siège, dans le fond, je crois que beaucoup des gens qui ont poussé le chef de l'État à prendre cette décision-là n'avaient pas bien cerné les réalités en interne parce qu'ils ont fait d'une situation exceptionnelle, d'une question normale et presque habituelle, c'est ce qui porte un peu préjudice. Alors, nous allons cette fois-ci accorder la parole à Grady Bongwele, le chef de l'État qui a pris cette résolution de pouvoir instaurer l'état des sièges. Mais aujourd'hui, quand on s'achemine vers la fin, la levée de cette mesure exceptionnelle, est-ce que les résultats escomptés ont été déjà trouvés? Ou on a l'impression que, bon, on a pris ces décisions, mais après, bon, on lève sans pour autant atteindre les objectifs assignés? Écoutez, les objectifs qu'on s'est assignés par rapport à l'instauration de l'état des sièges n'ont pas été atteints parce qu'on avait instauré ça pour des objectifs de paix et de stabilité. Mais vous vous rendez compte que c'est pendant l'état des sièges qu'il y a eu prise de Bunagana, c'est pendant l'état des sièges que Massissi et Rutshuru ont été occupés, c'est pendant l'état des sièges qu'il y a eu massacre des Kishiché, et donc c'était... C'est-à-dire que pendant l'état des sièges, il fallait qu'on assiste au renforcement des forces militaires, mais ça n'a pas été le cas? Absolument, mais après on se rend compte qu'il y a beaucoup de pesanteurs, comme l'a dit Gardi Diana, et aujourd'hui le président de la République sait très bien que tout le monde voulait que l'état des sièges soit levé, mais entre-temps il y a des opposants, il y a la classe politique qui attend cette levée pour faire de ça leur chou gras, et le président de la République a levé une très belle option. Au lieu de lever carrément l'état des sièges, il faut aller graduellement parce qu'il en va aussi de son avenir politique, il en va aussi de son discours politique. Pas parce qu'on est à la veille de l'élection, eh bien, il faudra, excusez-moi, il faudra que la population de l'Est puisse être amadoué, absolument, caressé dans les absolument. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de raisons qui motivent le président de la République à lever l'état des sièges, parce que les notables de l'Est appelaient déjà à la levée de l'état des sièges, voire même de ministres au sein du gouvernement. Gilles Paloukou a même écrit une tribune pour fustiger l'état des sièges, mais le gouvernement travaille pour le rétablissement de la paix, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des opposants qui attendent que l'état des sièges soit carrément levé, parce que l'objectif était de rétablir la paix et de rétablir la stabilité au niveau de l'Est. Et aujourd'hui, si cet objectif n'est pas atteint... Deux provinces sont concernées, c'est l'Ituri et Nord Kivu. Voilà, et donc le président lui-même avait même dit qu'il va tout faire pour établir la paix, sinon il va considérer son mandat comme un échec. Et donc le président a levé une très belle option, un dispositif transitoire, graduel, parce qu'il faut quand même aller graduellement. On ne peut pas, lorsqu'on a donné le plein pouvoir aux militaires, et enlever ça directement comme ça, ce ne serait pas une bonne chose. Mais l'état des sièges nous a quand même aidé, n'est-ce pas, à comprendre certaines choses, parce que c'est sous l'état des sièges qu'il y a eu augmentation des recettes de 30% dans des provinces qui donc, quelque part, et donc quelque part les civils politiciens ont été mis à voilà, par rapport à leur gestion. Et donc quelque part il y a eu des côtés positifs de l'état des sièges, mais en général il se pose encore un sérieux problème de la paix, et nous pensions à l'époque que l'état des sièges était une sorte de bâton magique pour pouvoir rétablir la paix, mais on se rend compte que... Une solution salvatrice. Voilà, et donc c'est ce que nous pensions, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il est nécessaire... Est-ce qu'il n'y a pas eu d'avancée avec l'état des sièges? Éric Izamé. Je crois qu'ici, les amis, je suis heureux d'entendre l'un après l'autre
partager la bonne décision prise par le chef de l'État. Il y en a même beaucoup qui, dans notre opinion, ont brandi une certaine forme de décision, comment on appelle ça, les dispositions juridiques qui sous-tendaient les différentes actions menées à gauche et à droite. La paix, c'est une quête perpétuelle. Croyez-moi, même les États-Unis ne sont pas toujours en paix et de manière définitive. Non, c'est une denrée qui est toujours recherchée dans le temps comme dans l'espace et à vouloir conserver et même à pouvoir entretenir pendant que l'on est en train de vivre dans la vie d'un État. C'est vrai, on peut aujourd'hui, par exemple, apporter la paix, mais encore faut-il la conserver, encore faut-il la mûrir, encore faut-il la consolider, etc. etc. Ce n'est pas pour autant que vous êtes, par exemple, désigné comme étant superpuissance que vous allez arrêter de former votre armée, que vous allez arrêter de fournir à votre armée le matériel. C'est dans ça que nous sommes. Aujourd'hui, si on regarde tout ce qui s'est passé pendant la semaine, par exemple, j'ai vu que même au niveau des Nations Unies, les lignes ont bougé. Parce que simplement les Ouazalendo ont touché... On va aborder. Oui, donc moi je salue ici tout ce que fait les chefs de l'État, même si cela ne sera vraiment pas cadré avec tout ce qui est prévu comme disposition juridique. Mais si ça va nous amener à la paix, ah mais non, moi je saluerai toujours ce qui est fait. Et là, le patriotisme, cette fibre-là doit être quand même secouée pour que tous puissions tout mettre en œuvre pour ramener la paix. La paix, c'est cette denrée essentielle qui va nous permettre de créer notre pain. Merci. Sans la paix, nous ne serons même pas venus ici à l'émission. Elle est essentielle. Donc la solution du chef de l'État vise la paix. Oui, véritablement la paix est denrée essentielle pour que nous passions à d'autres choses, création de notre pain, et puis nous penserons au progrès. Est-ce que l'état des sièges a changé quelque chose? Oui, beaucoup. L'état des sièges nous a révélé où est-ce que nous étions en faille, où est-ce que nous avions été quand même un peu forts, où est-ce que nous devrions conjuguer ensemble nos efforts. Par exemple, la différente décision prise, la série des différentes décisions prises dernièrement ici par le chef de l'État, je crois que ça participe au fait que même demain, les militaires et civils devront ensemble conjuguer leurs efforts. Généralement, on pense que c'est seulement aux soldats que revient le devoir de prévenir tout ce qui peut nous arriver comme malheur. Mais non, pas que le soldat, même nous aussi civils, nous avons quelque chose à apporter. Tiens, si jamais je suis dans un quartier où que je vois un mouvement suspect, que l'on n'a jamais remarqué dans notre quartier. Moi, même en étant civil, je peux aller dans des services habilités pour leur dire, voici dans mon quartier, j'ai remarqué X, Y, Z. Eux, qui connaissent la matière de manière spécifique, ils peuvent s'y attarder pour nous apporter la paix. Pareil avec nos frères et sœurs qui vivent dans l'Est. S'ils remarquent quelque chose, même les civils, ils participent aussi pour que nous puissions vraiment avoir la paix. Et je salue tout ce qui est fait dans ces sens-là, parce que sans la paix, il n'y aura rien. Oui, vous paraphrasez le gouverneur d'Eduturi que nous avions rencontré à son temps, qui me disait... Le lieutenant-général Louboyan Kachama. Louboyan Kachama, voilà. Il me disait... je n'ai peut-être pas l'intonation, mais c'est ça son nom. Il me disait, faire la guerre, ce n'est pas seulement avec l'arme. Non. Mais c'est aussi apporter des solutions aux problèmes de la société, aux problèmes de la population sur le plan social. Oui. Construire des routes, eh bien, construire des écoles, améliorer la situation de vie de la population. Ça va au-delà, pour que les jeunes ne soient pas aussi facilement recrutés dans les groupes armés. C'est ça le cas, vous pensez? La guerre est multiforme et la guerre n'a jamais été un mal abstrait. Quand elle arrive, c'est forcément, il y a eu une raison quelque part. S'attaquer aux causes permet de résoudre les conséquences, ça c'est une certitude. Dans le contexte congolais, quand vous évoquez justement cette approche sociologique ou sociétale, si vous le souhaitez, c'est dans la mesure où nous sommes un État qui vit depuis toujours les velléités sécessionnistes et les velléités de balkanisation. Le Congo, dans le prisme... Mais est-ce qu'à Dalituri, ça a changé avec la politique de Louboyan Kachama? Est-ce que ça a apporté... On sent de moins en moins le Codeco. Hein, je ne sais pas établir un jugement de valeur sur le mandat de l'ancien gouverneur. Mais cependant, dans le contexte global, la guerre de l'Est, on en parlait tout à l'heure, c'est que quand vous voulez chercher les résultats de l'état de siège, si vous voulez vous baser sur l'effet militaire, vous ne trouverez que des victoires d'étape. C'est-à-dire de petites victoires d'étape. Généralement, la finalité de chaque action de guerre, c'est remporter une victoire et instaurer la paix. La conserver, c'est une autre paire de manches. Mais ici, les gens ne savent pas voir les quelques victoires d'étape remportées par le FARDC parce que la situation dans son sens général n'a pas évolué. Le Congolais, en fait, la masse ne voit que les résultats, pas le process.
souvent le process n'intéresse pas à la base. C'est justement le sens de l'élite qui est sur ces plateaux pour pouvoir justement apporter cette dimension pédagogique dans la question de la guerre. La guerre est multiforme, la guerre peut être scientifique, la guerre peut être militaire, la guerre peut être communicationnelle, parce que la guerre de l'Est... Même culturelle. Culturelle, diplomatique. Et curieusement, dans la guerre qui nous est imposée aujourd'hui, la partie Est, cette guerre-là est multiforme. Elle est économique. Très bien, merci beaucoup. Elle est militaire, elle est culturelle, elle est territoriale. Spirituelle. Spirituelle, pas vraiment. Faut pas rentrer dans les théories de mon grand frère, comment il s'appelle encore, mon grand frère de l'Est ici, de Kivuan, qui lui pense que le nom va arriver. qui pense qu'il faut Magloire Paloukou, qui pense qu'il faut mettre à contribution les féticheurs. C'est pas mauvais, oui, parce que moi je me souviens, il est arrivé dans l'histoire de la RDC des villes qui ont été préservées des attaques des ennemis parce que le chef traditionnel, je suis quelqu'un qui respecte beaucoup le pouvoir traditionnel, mais la dimension spirituelle, les sons spirituels d'abord. Voilà, les sons spirituels aux spiritualistes. Allez, cette fois-ci, nous allons aborder cette information qui a trait aussi à la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'avancée de Ouazalendo qui provoque les réactions des États-Unis. La Rédi Bakeba, les détails, s'il te plaît. Oui, avec l'escalade de Ouazalendo, entraînant ainsi de pertes en vies humaines, de déplacements massifs des civils. À travers un communiqué, l'ambassade des États-Unis a invité les parties prenantes à respecter rigoureusement les accords conclus dans les cadres de processus de cessez-le-feu en vigueur depuis le 7 mars dernier. Il faut respecter les accords. Alors... non, Crispin. Il faut respecter les accords. C'est seulement maintenant. Doivent arrêter les avancées. Non. C'est ça mais ça traduit la réaction des États-Unis. Oui. Nous sommes une belle femme, convoitée par tous, la République démocratique du Congo, parce que nous avons des richesses, et au niveau du sol, et au niveau des sous-sols, même au niveau du capital urbain. On nous en veut par ceux-là qui ont des velléités négatives contre nous. C'est seulement maintenant qui commencent à élever leur voix. Lorsqu'il y avait l'avancée des M23... mais jamais on a demandé aux M23 de respecter les cessez-le-feu ou quoi que ce soit qui avait été décidé ni à Luanda ni à Nairobi. C'est seulement maintenant que le Ouazalendo avance et puis récupère un village qui maintenant un peu des pans de terre et on commence à dire que voici, il faut respecter rigoureusement. Non. Ça, c'est un discours de gens qui ne nous aiment pas. Quand on est dans le malheur, ils ne viennent pas. Ce sont les nôtres qui meurent. Quel est ce pays qui admettrait perdre ses fils, ses filles à hauteur de 10 millions, mais que celui-là qui est victime ne soit pas soutenu par les autres? Nous, on est vraiment... Je comprends maintenant le sens de la phrase de Bachmann. Israël qui a été attaqué par Hamas. Ouais. Nous avons vu que les États-Unis autorisent que Israël puisse bombarder, attaquer... Le problème mesure. Pourquoi le nôtre qui meurt ne sont pas des humains? Ah, mais là, je comprends maintenant la phrase de Colette Bachmann qui disait « Le Congo n'a d'amis que lui-même ». C'est à nous de prendre la conscience qu'il faut pour que nous puissions nous relever et pouvoir préserver notre... D'abord, les Ouazalendo ne sont pas les forces... Nous allons dire que ils n'ont rien à voir avec les... Nous aussi, nous allons dire autant, parce que le Rwanda a toujours dit que les M23, c'était une affaire des Congolais, entre eux, tout ça. Nous aussi, on dit, on ne connaît pas les Ouazalendo, on ne connaît pas. Voilà, entre groupes armés, nous, on ne connaît pas. Parce que le nôtre meurt et ils disent jamais rien. S'ils sont vraiment là pour la démocratie, on dit que le bien n'est bien que quand il est partagé. La démocratie ne serait démocratie que lorsqu'il s'agit des Américains. Non pas parce que lorsqu'il s'agit des Congolais. Non, nous, on a droit à la vie. Nous, on a droit à la vie. Ils sont en train de demander à ce que nous puissions respecter. Qu'est-ce qu'ils ont dit depuis tout ce temps qu'eux tuaient les nôtres? Combien avons-nous de déplacés internes en République démocratique du Congo? De gens qui ne sont jamais à l'aise dans leur propre terre. Ça ne va pas, papa. Là, on doit avancer. Et d'ailleurs, moi, j'encourage les Ouazalendo. S'ils peuvent encore faire davantage, je suis de cet avis-là. Et j'ai lu dans les réseaux sociaux une dame qui écrit Ouazachou. Ah ben voilà, c'est un peu comme pour Ragaillardir, c'est Ouazalendo-là. Ah ben oui. Gardi Diana. Bon, en fait, moi, la réaction des États-Unis me surprend guère. Parce que, je vous ai toujours dit ici, la situation M23 est une sorte d'épée de Damoclès qui pèse sur la tête de la RDC. Je disais tantôt, le Congo est dans le prisme mondial comme étant une réserve mondiale. Les autres nous considèrent comme étant une réserve que chacun peut tirer les dividendes. Souvent, quand on arrive dans des questions d'ordre étatique, quand on compare les réalités politiques de l'Afrique de l'Ouest et la RDC, j'ai l'habitude de dire aux gens, c'est deux contextes différents. Le Congo ne sera jamais. Prenez le Mali, le Sénégal, ensemble réunis.
sur les enjeux géopolitiques. Non, ils ne feront pas le poids. Ils ne pèsent pas la RDC. Ils ne feront pas le poids. Et le M23 est cette sorte d'épée de Damoclès mise sur notre tête, qui, un peu comme en 2013, même quand on arrive à défaire ces mouvements militairement, on arrive quand même à nous contraindre à se retrouver à Nairobi et ailleurs pour trouver des accords et faire des compromis. L'objectif, l'optique, suivait dans les approches, dans la communication des Nations Unies depuis toujours, c'est l'idée de nous dissuader de prendre la dimension militaire. Quand vous avez un secrétaire des Nations Unies qui arrive du haut de la tribune des Nations Unies pour affirmer haut et fort que le M23 à haute et intelligible voix, que le M23 est un arsenal supérieur, non seulement à la RDC, mais même au contingent des Nations Unies sur place, nous on sait que c'est faux. La preuve, regardez ce que le Ouazalendo font au bout de quelques semaines. Quelques semaines, la semaine, c'est beaucoup trop. Quelques jours, on va dire. 72 heures, on a vu comment... Ils ont mis en déroute les M23, les voyous. En fait, je sais pas, les Congolais sont sensibles, je ne vais pas l'appeler frère. J'ai vu Ngoma sur ses comptes Twitter venir pleurnicher. Oui. En gros, les États-Unis respectent leur politique. Dans leur politique, la RDC ne peut pas lever l'option militaire. La RDC ne peut pas prendre l'engagement de faire un passage en force. C'est justement l'élément qui nous permet de voir clair. On s'est souvent posé la question quand Mamadou Ndala, quand le feu général Baouma prennent de l'avance, comment on fait pour pouvoir avoir suffisamment de renseignements et mettre hors état de nuire ces vaillants qui prennent la décision de pouvoir monter en puissance et résoudre le problème? C'est parce que ceux à qui nous confions nos secrets, ceux qui se présentent comme étant de partenaires, n'ont jamais été. Aujourd'hui, dans la partie S, quand on parle de renseignement, il faut compter sur le service et l'appui des Nations Unies, particulièrement de la MONUSCO. C'est eux qui vendent des informations et les localisations. Et ils décident de quoi dire à qui le dire. Quoi dire à qui? Voilà. Pourquoi ça devrait nous surprendre? Le problème, c'est qu'avec le Congolais, cette forme de naïveté, pourquoi on est surpris par le communiqué des Nations Unies? On nous appelle à... Ouais, on n'est pas surpris, mais est-ce que les autorités congolaises doivent faire quoi par rapport à cette Je vous explique. Je vous donne une nouvelle. Je vais l'utiliser au conditionnel parce que jusque-là, je n'ai pas encore recoupé cette nouvelle-là. C'est dans cette optique-là que Kinshasa a aussi refusé l'accréditation d'un nouveau représentant de l'Union européenne. Pourquoi ces changements maintenant? Pourquoi? Kinshasa ne peut rester le bras croisé pour regarder puis dire faites ce que vous voulez faire. Nous, nous ne sommes pas, en fait, nous ne sommes pas la bête cochon des Nations Unies pour pouvoir répondre à tout ce qu'ils disent. C'est ça le problème. Moi, dans ça, je vois une politique cohérente. Et c'est pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui, le M23 est une épée de Damoclès. Je crois que j'ai toujours été partisan de la guerre. Pour moi, même en plein 21e siècle, la meilleure façon de pouvoir préserver son intégrité territoriale, c'est faire la guerre. Il n'y en a pas. On nous parlera de la démocratie, le monde est devenu un village planétaire, mais dès lors que l'élément qui lie les États, le rapport étatique demeure une question d'intérêt, l'armée restera ses pans. Les États-Unis qui nous parlent aujourd'hui, son plus grand budget, c'est dans la défense. En gros, aujourd'hui, pour moi, j'estime que le Congo doit faire un passage en force. Mais, cependant, même quand on parle de la question de l'état de siège, pourquoi le chef de l'État ne devrait pas prendre la décision tenant compte des avis des politiques? Au-delà du rapport de la table ronde, il a le rapport des services de renseignement, il a le rapport d'autres services d'intelligence, il a le rapport de l'armée. C'est-à-dire qu'il ne prend pas une décision simplement pour écouter un seul point de vue. Non, non, non. C'était pour renforcer les différents rapports autour de cette table et prendre la bonne décision. Donc, en cet instant ici, pour moi, les États-Unis, si vous me permettez, je ne penserais même pas qu'il faille discuter sur leur semblant de communiqué, parce que ce n'est pas un communiqué. Ça serait un communiqué. Ça serait un communiqué s'il y avait de récepteurs pour cette communication-là. Et il n'y en a pas, ce n'est pas un communiqué. C'est des textes qui vont dire, sur la question de Ouazalendo, si vous me permettez de chuter, oui. Les Nations Unies doivent comprendre une chose. Sun Tzu, dans l'art de la guerre, l'a appelé l'énergie du désespoir. Quand une population est meurtrie pendant longtemps, continue à vivre l'injustice de l'ensemble de la planète, je dis bien de la planète, pas du monde, mais de la planète, ça, c'est pas le gouvernement, c'est nous. S'ils veulent faire un communiqué, qu'ils nous les disent à nous. Parce que c'est les patriotes. Que vous le voulez ou pas. C'est-à-dire, on va s'occuper d'abord des questions de fond, des orientations, je dirais, politiques des gens après.
Dès lors qu'ils font des choses allant dans le sens de préserver l'intégrité territoriale, dès lors qu'ils protègent nos frères et sœurs, dès lors qu'après la prise de territoire, ils font appel à l'armée loyaliste pour occuper et sécuriser, c'est à nous qui... Apparemment, les États-Unis sont surpris par vous savez l'avancée des Ouazalendo. Ils ne sont pas surpris. Ils sont pas surpris parce que le faible ne demeurera pas faible à vie. Ils ne sont pas surpris parce que l'élément qu'ils sont en train de distiller à l'opinion internationale, c'est que c'est la République démocratique du Congo ayant ras-le-bol de ces processus d'épée à gauche et à droite, serré derrière le Ouazalendo pour pouvoir cette fois-là faire les offensives, mais en mode camouflage. C'est les éléments qu'ils distillent. Or, on va le leur dire, c'est faux, parce que c'est Ouazalendo dont vous voulez mettre sur la tête de l'armée loyaliste qui respecte le principe, il sait que lui seul a le monopole de la violence et lui seul a la responsabilité de préserver l'intégrité territoriale. Les Ouazalendo, c'est justement ces Congolais-là qui en ont marre. Le même Congolais qui ont dit non à la MONUSCO, les mêmes Congolais qui continuent à dire non aux différents consulats qui viennent nous torpiller ici à Kinshasa, et ce sont le même Congolais. Pourtant, ces Ouazalendo-là, je ne sais pas définir leurs ramifications, il y a peu, étaient en procès avec l'armée. Vous savez la scène du carnage. Est-ce que... Mais justement, c'est comme ça que, cher Crispin Chibassou, je voudrais qu'on garde quand même un petit aspect qui avait été balayé par mon frère Gardi Yana qui disait le spiritualisme, on va laisser aux autres. Puisque, s'il te plaît, il prendra tout de suite. Puisque parmi nous, il y a des enfants égarés, il y a de nos frères qui sont égarés et qui peuvent vendre la mèche à l'ennemi pour nous massacrer. Moi, je crois que par moment, pour sanctionner cela et taire les différentes velléités qui viennent peut-être pour mettre à mal la maison République démocratique du Congo, les gens comme Lengoma doivent subir les effets négatifs de la spiritualité si ça existe. Comme ça, on va taire cette velléité-là et à jamais. Parce qu'avoir la paix, oui, mais encore faut-il la préserver. Voilà. Alors, Bongwele Gradi, apparemment, c'est une sorte de dictats des États-Unis qui communiquent comme si la RDC n'avait pas le droit de se défendre avec ses enfants et qui se comportent en vaillant sur terrain pour attaquer l'M23. Donc on doit accepter que qu'on respecte les cessez-le-feu pendant que le territoire est occupé. Ben, les États-Unis se comportent toujours ainsi depuis de longues années. Vous voyez, les États-Unis ont commencé par sanctionner... Il faut se comporter comme des Burkinabés. Les États-Unis ont commencé par sanctionner... On n'est pas des moutons, nous. Sanctionner le Rwanda en réduisant son aide au développement, son aide à l'armée. Et au Conseil d'État, ce sont les mêmes États-Unis qui viennent exprimer leurs inquiétudes par rapport au départ de la MONUSCO. Et aujourd'hui, les États-Unis reviennent pour nous demander de respecter le processus de Nairobi et de Luanda. Mais Crispin, moi j'ai une inquiétude. Si ces Ouazalendo sont des compatriotes, moi je vais les applaudir ou je les applaudis. Mais si ce sont des ex-rebelles que l'État congolais ou le gouvernement congolais a récupéré, moi je crois qu'il y a une crainte. Parce que ce qui nous intéresse... C'est votre crainte. Parce que demain, ils peuvent être ingérables. C'est ça le problème. Si ce sont des citoyens congolais, des jeunes compatriotes qui veulent défendre, n'est-ce pas, jusque-là, c'est difficile de congolais. Est-ce qu'il y a un élément de doute, parce que cette communication-là peut être dangereuse, est-ce qu'il y a un élément de doute pour prendre cette tangente-là, parce que l'armée congolaise n'a jamais soutenu... Je n'affirme pas. Ce doute-là, les autres peuvent surfer dessus. C'est une hypothèse. C'est ça le problème. C'est une hypothèse, parce que on le voit avec quand même des tenues. Ils ont volé les tenues des armes. Et si ce sont des jeunes compatriotes qui acceptent, n'est-ce pas, de défendre l'intégrité territoriale de notre pays, j'applaudis. Mais si ce sont des ex-rebelles, Maï, Kodeko et autres... c'est un Congolais. Voilà, oui, mais... Ex-rebelle qui, aujourd'hui, met son expérience de la brousse
étant et puis dans la sémantique, il ne faut pas associer le mot rebelle au maï-maï forcément. Et donc Non, c'est non. une... Voilà. Le mot maï-maï veut dire autre chose. Il ne faut pas l'associer à Il rebelle. va terminer. Donc, quand vous dites qu'un ex-rebelle, c'est un Congolais, donc c'est une prime à l'irrationalité ou une caution à quelque chose qui n'est pas bon. Et donc, moi, j'applaudis les Ouazalendo, mais je me demande, M. Crispin, demain, ils peuvent être ingérables. Parce qu'aujourd'hui, on le met au devant de la scène, ils combattent, c'est une bonne chose. Demain, ils peuvent être capriciés, ils peuvent monter des surenchères qui peuvent être compliquées. Moi, c'est que attendez, je vous relance quand même. Apparemment, vous avez les craintes de voir les conséquences des anciennes pratiques telles que le brassage. Absolument. Qui a favorisé l'infiltration dans l'armée. Eh bien, demain, on va... ces Ouazalendo vont monter les enchères pour être général. C'est ça, en fait, mon inquiétude. C'est vraiment... Si c'est ça, c'est pas justifié. Je suis en train de paraphraser son idée. C'est pas mon idée. Je paraphrase l'idée. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça, en fait, mon idée. Parce qu'aujourd'hui, on applaudit. Aujourd'hui, on les soutient. Aujourd'hui, si ce sont des compatriotes, si ce sont des civils, ben écoutez, ils ne peuvent qu'avoir notre soutien. Mais il y a certaines indiscrétions qui disent qu'ils seraient, n'est-ce pas, des rebelles. Je le mets au conditionnel, ils seraient des rebelles, des ex-rebelles que certaines autorités auraient recrutés, n'est-ce pas, pour combattre le M23. Et donc, si cette hypothèse est plausible, je crois que c'est dangereux pour l'avenir de notre pays. Ce qui nous intéresse... Qu'est-ce que vous dites pour ceux qui pensent que les Ouazalendo sont ceux que Wagner est pour la Russie? Ben c'est pas une mauvaise chose. Si réellement ils sont des Congolais qui ont accepté, n'est-ce pas, volontiers de venir défendre le pays, ça c'est une bonne chose. C'est pas facile d'être Ouazalendo, c'est prendre des risques. Vous êtes sur un terrain de combat. On parle avec légèreté, mais il faut quand même louer la bravoure. Il faut louer, c'est ça que je dis. Il faut louer. C'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Il faut louer. Il faut absolument louer. Mais si ce sont les groupes meurtrier de l'époque. Non, on va voir ça après. Ça dénature. Je crois que ce ne serait pas une bonne chose. C'est quoi le groupe meurtrier? Vous pensez à quoi? Si vous regardez le processus de Nairobi, le processus de Nairobi, n'est-ce pas, fait en sorte qu'il y ait des armements, des mobilisations de certains groupes armés. Et ces groupes armés peuvent accepter, n'est-ce pas, ils ont accepté la démobilisation, le désarmement et tous les termes de l'accord de Nairobi. Mais moi, ma crainte est que, puisqu'on a besoin... Je vais vous apporter une touche. Quand vous parlez de groupes armés, il y a des groupes armés communautaires. Absolument. C'est-à-dire qui défendent leur communauté. Voilà. Mais ces groupes armés qui ne se battent que parce que leur territoire est attaqué par... des ennemis qui proviendraient des pays voisins. Mais aujourd'hui, avec l'expérience acquise, ils se mettent au service de la nation. En quoi serait-il un danger? Eh bien, ils ont commis des atrocités. On verra ça après. Qui ont, n'est-ce pas, on chasse d'abord l'ennemi. Qui ont causé des problèmes. Je vous parle avec mon qui ont causé des problèmes. Ils ont commis des atrocités qui ont causé un sérieux problème dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et si aujourd'hui, les Ouazalendo, on nous dit que ce sont des compatriotes congolais, eh bien, force à eux. Mais si ce sont... moi j'ai un exemple. Ce ne serait pas une bonne chose. Il nous faut une solution durable. Il apprend que sa maman avait été attaquée par une voisine belliqueuse. Mais qu'il y avait un autre voisin d'à côté qui est venu à la rescousse de la maman. Est-ce que ces voisins-là avaient mal fait de secourir la maman? Je crois qu'il avait bien fait. L'autre voisine, là, on verra son problème après. On défend d'abord la terre-mère qui est dans des problèmes aujourd'hui. Il y a le problème qu'on verra après. Il y a le VPM Jean-Pierre Liaou à Kisangani qui disait lorsque les serpents est entré à la maison, même si vous avez des problèmes au sein de la famille, vous devez d'abord vous attaquer aux serpents. C'est ça. Voilà. C'est ça. Nos enfants égarés, on va les gérer. Crispin, combien de fois on a connu un semblant de paix dans l'Est de la République démocratique? Mais après, on revient toujours pour dénoncer tout ce qui se passe. En fait, il y a... On va poser les choses sématiquement. D'accord. Si je rentre dans la perception de Mongwele, pardon, c'est que
ils craignent que c'est... En fait, ils parlent souvent des CIS et de rebelles, qu'ils posent de problèmes à l'État congolais. Vous savez combien de groupes armés contre la République démocratique du Congo? Des centaines. On a plus de 200 maintenant. C'est-à-dire qu'on préférait, dans une dynamique interne, il est plus facile de gérer qu'avoir de gens qui vous imposent presque un État vassal. Les dictats. Où ils prennent le territoire, pas pour des intérêts congolais. Je préfère discuter avec quelqu'un qui vient, qui veut combattre pour des raisons d'ordre communautaire, que quelqu'un qui vient pour servir l'intérêt des étrangers. Et nous a Mais là n'est pas le problème. Je veux lui apporter quelques éléments. Quand il parle généralement de la crainte des anciens rebelles, dans la conceptualisation, c'est peut-être l'appellation qu'il faut. Mais est-ce que vous connaissez la notion des réservistes? Ah ben ouais. Il y a une notion des réservistes, c'est quoi? Puisque vous évoquez le processus DDR, quand on intègre les ex-rebelles, dont certains aujourd'hui sont ministres, sont directeurs d'entreprise, mandataires publics, et j'en passe. Ça même fait partie même élus du peuple, ça fait partie de notre passé, on assume. Okay. Mais il y a de ceux qui restent dans le corps militaire, qui, pour une raison ou une autre, sont restés dans les casernes. Ou certains qui ont levé l'option de ne pas intégrer la vie sociale, mais qui sont restés dans l'armée, mais que l'armée a décidé de mettre dans les casernes pour une autre procédure. Il existe aussi d'autres qui, avec un passé militaire, qui décident de réintégrer la vie de civil, mais après, de temps en temps, pour des raisons X ou Y d'intérêt général, l'État congolais peut faire appel à ces gens-là pour pouvoir défendre la République. Ici, le problème n'est pas dans la conceptualisation. Votre crainte peut être fondée si c'était une situation isolée. Des gens qui, quand ils arrivent à conquérir un espace, font appel à l'autorité, à l'armée loyaliste pour pouvoir occuper la place et faire perdurer l'autorité de l'État. Et faire perdurer l'autorité de l'État ne peuvent pas vous faire craindre quelque chose. Non. Vous savez pourquoi j'avais dit que c'était dangereux cette option-là? Les autres peuvent surfer dessus. Ouais. Analyser cette hypothèse-là, ouais. C'est justement l'hypothèse sur quoi les gens veulent distiller pour pouvoir mettre l'État congolais en tort. Vous savez qu'est-ce qu'on attend de nous aujourd'hui par cette communauté internationale? Je paraphrase encore. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouéa, disait on ne peut pas qualifier de force négative les compatriotes qui se battent pour l'intérêt de la République. Exactement, et il a raison. Je veux le dire encore à Gardi. Voyez la personne que vous voyez en face de vous. Moi qui vous parle, en 97, sur le pont de la rivière Ntsanga. Je faisais partie de ce jeune, suivant la dynamique des Kadogo, pourchassant le roi. J'ai eu peur, je dis, non, je suis Kadogo. Non, j'étais pas Kadogo, mais dans cet appel à la mobilisation générale. Vous étiez déjà dans... Nous, on a pourchassé. Quand vous allez, on vous racontera l'histoire de Massina. Nous, on a pourchassé de Rwandais. Je ne suis pas arrivé au niveau des tués de mes propres mains, mais quand il fallait porter des coups, j'ai donné quelques-uns et les autres sont venus achever après. Fin de citation. Mais là, parce qu'il s'agissait de la maison qui est mise à mal par l'ennemi. C'est cela. Négative. Oui. Le Congo aujourd'hui, tu vois, quand il cite Colette Brackman, c'est la phrase qu'on a toujours l'habitude de dire. Le prisme congolais n'est vu que par nous-mêmes. Oui. Le monde regarde le Congo différemment. On se retrouve dans une vase où on est seul. On est seul. Frère. Alors, aujourd'hui, quand on parle de cette question, vous savez, si on veut mettre de la science, si on veut mettre le principe dans la question de Ouazalendo, je veux vous dire que seul l'État a le monopole de la violence. L'État ne partage ses compétences avec aucune autre entité, structure. Mais l'État peut sous-traiter certaines de ses prérogatives si cela, le besoin se présente. Mais à ce niveau ici, même moi, je refuse d'évoquer certains principes au nom de l'intérêt général. Je veux vous dire qu'il n'est pas permis à des civils de prendre la décision d'agir à la place de l'État. La preuve, tu vois l'avenue où tu habites. Essaye de prendre l'initiative de macadamiser votre route, vous serez devant la justice. Parce que ce n'est pas de votre sort, ce n'est pas votre travail. Vous devrez avoir l'autorisation pour ça, peu importe la bonne volonté. Mais quand il y a la notion de l'intégrité, la notion de la sûreté de l'État, certains éléments, certains équivoques sont levés. Dans le contexte ici, crois-moi, on peut le dire, seul l'État devrait le faire. Ils font passer l'armée pour
d'irresponsables, c'est-à-dire qu'eux font ce que l'armée n'avait pas fait autrefois. Attention Mais encore à cet élément-là. Il y a une nuance. Devant. L'armée est une entité de l'État. Merci. L'État congolais a pris des engagements au niveau de la sous-région. L'État congolais se doit de se montrer cet État pas voyou, cet État régional, respectueux et responsable. C'est ce qui fait que l'ordre de l'armée provient d'une chaîne de commandement. C'est-à-dire l'armée agit, c'est l'État congolais. Mais cela, c'est la population, c'est la masse, on ne le contrôle pas. Ils disent, ok, l'État va nous mettre en accusation, ce n'est pas un problème. On le fera après. Mais pour l'instant, si c'est pour nos mères, devant les Ouazélènes, il n'y a pas que la communauté internationale, mais il y a aussi l'EAC qui, avec ils ont déjà donné l'ultimatum à l'EAC de quitter certaines zones. Mais parce qu'ils ont remarqué que l'EAC qui était venu avec l'idée de pouvoir nous aider, à ce niveau-là, on ne va pas les encourager de donner les ultimatums à l'EAC. Mais quand il s'agit de combattre le M23, crois-moi, Grady, du haut de mon âge, j'étais sur place. Je serai peut-être chef de file, avec 2 armes à la main. Pour défendre ma famille. Voilà. Je suis Mouzalendo. Oui, voilà. Je le suis autant. J'en suis autant. Un deuxième Mouzalendo. Exactement. Et je vous encourage à l'être. Le troisième aussi. Le troisième, mais je mets des inquiétudes par rapport à cette résolution qui, à mes yeux, ne semble pas. Voilà, il faut quand même préciser que la conceptualisation de choses dans la forme peut nous apporter dans les inquiétudes de l'autre. Mais une autre chose, les gens doivent comprendre, nous avons 9 voisins, ils doivent comprendre que le faible ne demeurera pas faible à tout jamais. Attention, le fort aussi peut devenir faible. Nous, on s'est décidé de nous mettre debout pour défendre notre maison qui est la République démocratique du Congo. C'est assez. On a vu nos femmes être violées à longueur d'année. Il y a même des enfants qui sont nés, qui n'ont eu qu'un seul verbe, tuer. Non, ça ne va pas. Ça va s'arrêter un moment. Sur ce plateau, vous voyez, ça va s'arrêter un moment. Et ça va s'arrêter. Vous n'allez pas agir parce que vous allez dire que non, on n'en a pas le droit. Allez, on va changer les caps cette fois-ci pour parler de la présence du président gabonais. Le putschiste qui est arrivé est reçu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Laredi Bakeba. Oui, Christian Chibassou, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a reçu à Kinshasa au palais présidentiel le général Oligui Nguema, président de la transition de la République gabonaise. Les questions de paix, de sécurité et des climats ont été au centre de leur entretien. Cette visite s'inscrit également dans le cadre de sa tournée dans l'espace de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Le président putschiste est reçu par le Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec une arme. Bon, je crois qu'il est dans une position telle qu'il voudrait lui aussi se recréer des amis, pourquoi pas des alliés au moment venu, parce qu'il n'est pas venu par rapport à ce qui avait été prévu par leur loi. Il y a eu élection là-bas chez eux, mais la personne qui n'était plus dans la bonne dynamique à pouvoir bien gérer le pays. Tu vois, le président Bongo était malade, mais il s'est obstiné. Ça aussi, c'est un mal de chez nous en Afrique. Hein. Les gens veulent rester un peu comme des rois. Ouais, c'est pas bon. Je crois que chacun de nous a une mission donnée. À un certain moment, si vous avez déjà accompli la vôtre, il faut laisser la place aux autres pour que ça puisse continuer. Parce que malheureusement, vous allez vouloir vous éterniser pendant que vous n'avez plus la santé qu'il fallait. Vous voyez, le président, par moment, sa femme marchait et que lui ne savait pas suivre, ça faisait pas beau. Mais bon, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont toujours voulu aussi le maintenir là, tout ça. Mais ce qui est arrivé est arrivé. Et le général est venu. Il s'est obstiné à rester au pouvoir. Ah ben, c'est ce qui est mal. C'est ce qui est mal. Je crois qu'il y en a certains qui devraient quand même s'inspirer de l'histoire. La seule question, c'est était-il élu réellement? La France qui... par rapport au Niger, a un discours, par rapport au Gabon, a un discours... Justement, la France, la France aujourd'hui, c'est une république. Mais pour les autres États avec lesquels elle est en relation, j'ai comme l'impression que la France a toujours voulu créer des royaumes. Je ne sais pas. Si vous regardez le Cameroun, le vieux Biya, 90 ans révolu, est-ce qu'il a encore toute sa... Je ne sais pas. Toutes ses facultés cognitives pour gérer les Cameroun. Au niveau du Congo-Brazzaville, c'est pareil. C'est comme si la France créait des rois en Afrique, ça ne va pas. Le Rwanda, pareil. Etc. Et puis, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, Ouattara n'avait plus droit au 3e mandat.
On l'a aidé à pouvoir empiler. Ça ne va pas. Ça doit s'arrêter un jour. Ils veulent parler de la démocratie, oui, mais faisons la démocratie comme il le faut. La démocratie c'est fait par rapport à quoi? Par rapport à la loi. C'est que les Africains doivent prendre des responsabilités comme l'ont fait le Burkinabé. Justement, c'est comme ça que vous et moi, nous sommes en train de nous tuer en 4 morceaux ici pour apprendre aux nôtres à respecter les différentes lois qui sont en vigueur dans nos différents pays. Parce que si nos populations deviennent exigeantes, croyez-moi, les politiques se regarderont 2 fois avant de poser X ou Y acte, parce qu'ils vont se dire, ah tiens, la population va m'avoir. De la conscience africaine. Voilà. Très bien. Gardi Diane, avant d'accorder la parole à Bongwele Gradi. Ben moi vous savez, j'ai toujours été partisan de la révolution, dès lors que cette révolution est menée par les dignes fils de la République. Dès lors que une forme de révolution est instigée par l'ancien colon, pour moi, ça porte déjà le germe du problème et du conflit. La situation au Gabon, je crois que la France, l'Europe a dû intervenir pour que cette situation arrive. Je ne peux jamais cautionner ce genre d'histoire-là. Je crois que je l'ai déjà dit et je ne le dirai jamais assez. Bongo était peut-être malade avec son AVC, il devrait partir honorablement, comme tout... Alors, le président gabonais qui est reçu par le président de la République, est-ce que sur le plan de la symbolique, est-ce que ça sonne mal? Dans la notion de symbolique, il faut d'abord mettre en avant-plan la notion de la diplomatie. Le principe de continuité de l'État impose à la RDC de ne pas s'ériger en juge de ce qui se passe sur un autre territoire. Il vient adoubé comme ça par cette communauté internationale, par le père africain. Il arrive dans le cadre de sa tournée, parce qu'aujourd'hui il est président de la transition, il doit se livrer à l'exercice de réorganiser les élections pour que le pouvoir retourne à sa phase civile et rétablir l'ordre constitutionnel. Je crois que militaire qu'il est, il a besoin de ses pairs africains pour pouvoir prendre une dynamique qui ne va pas encore engendrer un conflit. Parce que après, si vous gérez très mal les choses, ça risque de se compliquer. C'est le cas du Burkina Faso. Après, on a toujours tendance, on commence une révolution, et c'est ce que je disais avant. Quand une révolution est instigée par le colon, finalement, je crois que dans le fond, les choses se gâtent après. C'est ce qu'on nous a fait croire avec la Libye finalement, et on doit prendre conscience. C'est-à-dire, si on veut vraiment, on estime que Ali Bongo, Eric Iziami qui dirige, n'est plus apte, trouvons d'autres moyens pour pouvoir le faire. Dans la constitution gabonaise, il y a des verrous qui peuvent permettre à la classe politique de mettre en accusation un chef de l'État, un peu comme chez nous, avec des raisons factuelles. Si on peut se dire, bon, il est au pouvoir, il contrôle l'appareil judiciaire et autres, on peut utiliser l'approche militaire, que ça soit une révolution venue de nous. Pas parce que le papa ou la mère, la France ou un autre État européen nous demande de le faire. Dans le contexte neutre, le chef de l'État le reçoit. Le chef de l'État ne peut pas dire non à un chef d'État, quoique de transition et d'un pouvoir militaire. Je ne vois pas pourquoi il devrait dire non. Alors, et surtout que le Gabon, on est dans l'Afrique centrale. C'est un pays frère. S'il y a des gens qui peuvent apporter de l'aide au Gabon, c'est bien nous. Et j'ai toujours l'habitude de dire, le Congo, de par sa vocation, des catalyseurs du continent africain, on doit prendre notre étoffe. C'est-à-dire que le redresseur de tort du continent, si pas dans le continent parce qu'il y a des puissances qui, en ces termes-là, sont plus forts que nous, mais au moins dans la région, il faudra qu'on se mette dans notre peau. Merci. De ces redresseurs de tort, ça nous donnera un peu plus d'épaule. Merci Gardi. Diana, Bongwele Gradi, votre réaction en rapport avec cette actualité, la visite du président gabonais reçu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ok, d'après les informations officielles, le Messie est venu le président gabonais, pas les messieurs. Un président, il a été élu où? Non, mais aujourd'hui, il langage de la nation gabonaise. Tout à l'heure, vous venez de dire que vous n'appréciez pas cette prise de pouvoir. Ça ne me permet pas de l'appeler monsieur. Il est chef de l'État, que je le veuille ou non. Que je vous le concède. Le président gabonais est venu pour plaider la cause du Gabon, parce qu'il faut dire que le Gabon a été suspendu de toutes les activités du communauté économique des États d'Afrique centrale, dont les sièges se trouvent à Brazzaville, et maintenant il est relocalisé en Guinée.
Et donc, il était venu pour que le président Félix Tshisekedi plaide la cause du Gabon et aussi demander que le Gabon participe à la conférence sur le bassin du Congo qui se tiendra à la fin de ce mois. Parce qu'il faut dire que le Gabon aussi fait partie du bassin du Congo et c'est comme ça qu'il était venu. Mais après les déclarations faites à la presse, beaucoup de gens n'ont pas compris parce qu'il a dit que le Congo est en paix depuis l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir. Et évidemment, je crois qu'il a raison parce que ce qui se vit dans l'est de notre pays, c'est pas une guerre fratricide, c'est une guerre d'agression. Donc le Rwanda nous agresse. Entre nous Congolais, nous sommes en paix. Et donc beaucoup de gens n'ont pas compris le message du président gabonais. Mais moi, ce qui me dérange, c'est des ennuis judiciaires de la femme du président gabonais. Je ne comprends pas pourquoi on s'attaque à l'ancienne première dame. S'il faut vraiment s'attaquer aux gens qui ont pillé, qui ont détruit les Gabon, il faut s'attaquer à la famille Bongo, il faut s'attaquer au président Bongo, plutôt que de s'attaquer à sa femme. Elle était devant la justice, je crois, il y a 2 jours. Et ça ne donne pas une bonne image de l'Afrique. Ce genre de décision, cette façon de faire, fait en sorte que des gens puissent rester au pouvoir pour longtemps. Parce que si aujourd'hui Paul Biya regarde ce qui se passe au Gabon, il va réfléchir plusieurs fois avant de céder le pouvoir. Il va se dire mieux vaut mourir au pouvoir. Et donc s'il faut poursuivre des gens, il serait mieux. Il a laissé sa femme. Voilà. Donc Joseph Kabila n'a pas laissé le pouvoir de la même façon que Bongo. Et donc ce qui peut-être que le pouvoir en place, le pouvoir boutiste, dispose des informations et qui font état de l'implication personnelle de l'ex-première dame. C'est pas bon, Crispin. C'est pas bon. Il faut s'attaquer aux gens qui ont géré, à la famille Bongo, il faut s'attaquer à Omar Bongo, mais je crois qu'elle fait elle aussi partie de la famille Bongo, non? S'attaquer à la femme de Bongo. L'ex-première dame, c'est la famille Bongo. Oui, mais c'est pas, ça donne pas une bonne impression. Je sais pas si vous me comprenez. Il y a des acteurs qui ont été devant la scène, ce sont eux qui méritent d'être arrêtés, qui méritent d'être poursuivis. S'attaquer à une femme, à l'ex-première dame, pendant ces moments où son mari a perdu. Ça ne me dérangera pas. Mais ce n'est pas une bonne chose, Crispin. Merci, Garbi. Je crois que je comprends ce que notre ami dit. J'ai toujours aussi vu les choses de cette manière. Il faut éviter cette forme de règlement de compte. Mais il y a quand même une réalité. C'est que en Afrique, les premières dames prennent beaucoup de place. Surtout dans les approches économiques. Et quand on parle du Gabon, c'est un État que je connais, je peux vous en témoigner. En matière d'argent, dans certains, à la limite près, ça découle de la gabegie. C'est ça la plus grande difficulté. C'est cette forme de rôle non officiel qu'elles prennent, cette implication excessive dans les questions d'ordre économique, cette forme d'enrichissement aussi, c'est ce qui crée un peu ces genres de rebonds. Le président, lui, on sait qu'il y passera. Pour des raisons d'ordre politique, il représente une force. Il faut éviter d'embraser la République dans ces contextes ici. Il vient d'être déchu ou destitué de ses fonctions. Vouloir aller très vite en besogne, ça risque de diviser les Gabonais. C'est-à-dire qu'on veut y aller doucement. Mais généralement, c'est par l'autre pan, qu'est sa femme, qu'on a tendance à pouvoir y aller pour pouvoir récupérer cette forme cette richesse que le président met souvent de côté. Quand je vous parle de la première dame gabonaise, par respect pour ce que j'ai dit, pour de symbolique, je crois que ça donne l'impression d'un règlement de compte. Mais si je vous donne les chiffres du patrimoine, pas dans le pays, hein, à l'extérieur, particulièrement en Europe, vous aurez froid au dos. Mais justement, c'est comme ça que nous devons saluer ceux des chefs qui, quand ils sont aux affaires, ils s'arrangent à pouvoir construire chez eux. Alors, le moment venu, s'il va s'en aller en paix, et puis le bien resteront profitable aux fils et filles du pays, c'est bien. Voilà, merci cette fois-ci. Il ne faut pas aller toujours aller acheter chez eux. Là. Parlant des chefs d'État
Parlant de chef d'État, nous allons cette fois-ci parler un peu plus de notre chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a été, n'est-ce pas, reçu le diplôme d'honneur, le titre d'honoris causa, décerné par l'Université de Kinshasa. L'arrêté Bakeba. Oui, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu le diplôme de docteur honoris causa à l'Université de Kinshasa, ce grâce à ses nombreuses réalisations en faveur de la population congolaise durant son premier quinquennat. Alors, pour la petite histoire, honoris causa est une allocution latine qui signifie pour honneur. Donc, ce titre honorifique est décerné à une personnalité d'une fonction donnée ou dans la conduite exceptionnelle d'une activité. Alors, Bongwele. Ouais, écoute, ouvre le feu. Félicitations au président de la République. Honoris causa. Félicitations à lui. C'est depuis. Ce n'est pas à l'extérieur, c'est au Congo. C'est au Congo. C'est depuis 5 mois que l'UNIKIN se préparait à lui décerner ce titre. Pourquoi on doit le faire maintenant à un mois de la campagne électorale? Qu'est-ce qui se cache? Je ne sais pas, mais je crois que c'est une bonne chose et les raisons avancées sont légitimes à mes yeux. On a parlé de ces efforts qu'il déploie pour des efforts diplomatiques déployés pour la restauration de la paix. Je crois que nous tous ici, nous sommes témoins de ça. Et on a parlé de l'augmentation du budget, on a parlé de plusieurs réalisations. C'est une bonne chose. Mais les déclarations consécutives à ces prix me dérangent un peu. Parce qu'il y a même des professeurs qui disent que c'est comparable au prix Nobel de la paix. Et donc, c'est pas une bonne chose. Vous voyez, le président a reçu son doctorat honoris causa pour ses réalisations. Je crois que c'est une bonne chose et c'est pour la première fois qu'un président de la République les reçoive, et c'est une bonne chose. Limitons-nous à ça plutôt que de se livrer à des déclarations intempestives. C'est pas la première fois pour la RDC. Non, je dis au Congo. Pour un président de la République au Congo. Pour un président de la République. Voilà, chez nous au Congo. Pas ailleurs. Pas ailleurs. Parce que l'Université de Kinshasa a décerné ce prix à un des présidents africains, je crois, c'est celui du Guinée. Et donc, c'est pas une première fois, mais pour le Congo... Que dit l'opinion publique par rapport à ça? Chacun... On salue nous tous, hein, on salue parce qu'on est témoin de ces réalisations. Mais le lieutenant du président de la République, maintenant, font des déclarations qui, à mes yeux, je qualifie pas bonnes. Parce que lorsqu'on dit que ce prix est comparable au prix Nobel de la paix, ça dérange quand même. Parce qu'il faut dire que c'est depuis 1901 que le prix Nobel de la paix a été instauré. Il n'y a que 11 Africains. Et donc, même si le président a fait des grandes choses, mais je crois qu'on doit mettre chacun à son niveau. Merci beaucoup. Gardez Diane. En fait, sémantiquement, dans la notion de la comparaison, n'a jamais été raison. La comparaison établit toujours une certaine hiérarchie. Quand on dit Eric est comme Crispin, il y a une forme de hiérarchie. Il y a certainement quelqu'un qui aura plus de crédit que l'autre, mais l'autre, son approche. Certainement que ça sera à Eric. Tu es taquin. Dans le fond, ouais. Le raison, ou encore ce qu'on appelle le contexte général, qui conduisent justement à ces entités scientifiques de décerner ces prix sont le même. Mais maintenant, c'est dans l'échelle, dans la valeur. Le prix Nobel a beaucoup plus de notoriété que ça, on ne va pas se voiler la face. Donc, les gens tendent à dire c'est comparable, mais sur le plan, dans le français. Mais lorsque les professeurs des universités le disent, c'est là au moins. Quand même. Non, mais c'est ce que je dis. Dans le français, quand on dit c'est comparable, ça ne veut pas dire que ça se vale. C'est-à-dire qu'il y a l'autre qui essaye de se rapprocher de l'autre. Il y a une hiérarchisation qui est établie. Mais malheureusement, tout le monde ne peut pas comprendre ça. Ici, ça rentre dans le cadre de le militantisme qui est devenu presque une religion chez nous.
les gens disent des choses à tort et à travers. Je crois que si sur ces plateaux on entre dans le militantisme, on tue la République. Mais seulement dans le prix, je crois que pour moi, il n'y a pas de commentaire à faire. Il n'y a pas de commentaire à faire, merci. Pour une fois. Oui, il n'y a pas de commentaire. Non, c'est ce que j'ai dit. Il n'y a pas de commentaire. Pourquoi il n'y a pas de commentaire? Parce que les gens qui les lui ont décerné ont évoqué les raisons vérifiables. Absolument. Si il y a des disparités, certains estiment que non, sur l'approche sécuritaire, moi je doute. Bon, si tu doutes de l'approche sécuritaire, par exemple, dans la réforme sur la gratuité, est-ce que tu doutes? C'est-à-dire que chacun prendra sa part, dans le fond, il y aura forcément un élément qui fera en sorte qu'il s'est distingué dans sa manière de faire les choses, surtout par cette bonne volonté de vouloir faire avancer la République, et ça s'arrête là. Alors, chapeau bas au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, désormais docteur honoris causa. Il faut rappeler, il n'est pas docteur à titre scientifique, c'est un titre honorifique, autant que sénateur à vie qui n'a pas de siège au Sénat. Oui, moi je salue ce qui a été accordé au chef de l'État. Je crois qu'il le mérite, c'est méritoire. Mais je voudrais inviter ici le chef de l'État à ouvrir l'œil et le bon. Parce que je constate que dans la plupart des cas, chez nous malheureusement, même le scientifique, les savants versent aujourd'hui, hélas, dans la démesure. Parce que ce sont le même professeur qui, il n'y a pas très longtemps, moi je suis présentateur du journal, moi je les ai vus en image en train de faire un sit-in au niveau du siège du gouvernement, dire qu'ils ne sont pas payés pendant de longs mois, ils ont quand même décrit un certain nombre de choses, il n'y a pas longtemps. Et le même, aujourd'hui, si jamais ils l'ont fait de manière sérieuse, comme moi je suis en train d'observer que vous avez quand même démontré de votre bonne volonté, là c'est bon. Mais s'ils le font ils le font pour vous flatter, pour tirer les dividendes, ça je ne suis pas d'accord. Parce que justement, la science devrait être l'asile de la vérité. Partout ailleurs, la vérité peut être pourchassée. Mais dans la science, on se retrouve nous tous. Je prends un cas. Un musulman, on était une fois en Égypte, moi je disais, Jésus est Dieu. On m'a dit, non, ça c'est vérifiable chez vous. Pas ça, il passe pas chez nous. Ça passe pas. Oui, chez nous, il est Issa, c'est un prophète. Mais moi, je suis né, j'ai grandi dans une sphère, dans un espace où Jésus, dans ma foi chrétienne, catholique, Jésus est Dieu. Voilà. Mais 1 plus 1, c'est égal 2, autant pour moi que pour un Égyptien. Donc la science, passe pour être l'asile, là où la vérité trouve vraiment toute sa place. Il ne faudrait pas que vous veniez parce que vous voulez tirer un peu des avantages auprès du chef de l'État, l'encenser outre mesure pour espérer avoir quelque chose. Non, non, non. Faites les choses de manière véritable, cher professeur. Ne versez pas dans la flatterie. Non, ça on ne veut pas. Mais sinon, tout ce qui a été donné au chef de l'État à titre honorifique, il le mérite parce qu'on a vu quand même, Maman Emo, on a vu certaines routes qui l'enseignement, la gratuité au niveau de l'article 43 de notre Constitution, parce que si nous ouvrons les portes de l'école, on va fermer les portes de prison. C'est essentiel. Il a quand même démontré de sa bonne volonté. Et cette fois-là, je crois que si jamais il aura encore l'opportunité de pouvoir diriger le pays, si jamais, j'ai bien dit, encore faut-il que les Congolais lui accordent le suffrage, qu'il fasse quand même un bon casting pour s'entourer des gens capables de pouvoir l'aider à avancer. Et moi, j'ai toujours plaidé pour l'offre politique. Chez nous, s'il faut seulement tabler sur ceux qui vous ont accompagné dans un parti, encore que, est-ce que nos partis ce sont vraiment des partis ou des groupes de soutien? Parce qu'ils s'entre-déchirent entre eux, ils savent se rentrer dedans. Même des partis où on a prôné la non-violence, mais ils s'adonnent à la violence aujourd'hui. Ça ne va pas. Merci. Alors, nous allons terminer cette émission avec cette information qui a trait à l'Assemblée provinciale de Kinshasa où ça chauffe. Larry Bakeba. Ah oui, la semaine a été également marquée par le rejet de la motion de défiance visée contre le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tilingo Bilambaka. Vous le savez, qu'il a été accusé notamment de mégestion et de surendettement par un collectif de députés provinciaux dont le député Steve Mulumba en était l'initiateur. Alors c'était au cours d'une plénière tenue à Kinshasa. 2 sur 5 de ces députés initiateurs de cette motion de défiance ont nié l'existence de cette dernière. Alors, ils sont niés. Alors, Bongélé. Non, mais c'est terrible, Crispin. Vous signez, après vous venez pour nier votre signature. Mais c'est pas une bonne attitude. Et donc, c'est pas une bonne chose. Mais je crois qu'on doit quand même faire la politique autrement et ces échéances électorales est une bonne chose pour le peuple congolais de pouvoir quand même choisir des gens qui sont moralement bien assis pour gérer le pays. Mais cette histoire des Jean Tilingo Bila et des Godempoy a trop duré et moi je crois
que seul le président de la République a le dernier mot. Parce que si vous allez à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée provinciale, Jantini Ngobila a quelques députés qui sont fidèles à lui, et Godem Poyi aussi a quelques députés qui sont fidèles à lui. Et à chaque fois, il y a toujours des problèmes, et voilà. Et donc, c'est le président de la République qui doit voir Nous sommes quand même dans la capitale. Oui, on ne peut pas continuer à avoir ces jeux de ping-pong entre les deux hautes personnalités de la ville. Le président Poyi, parce qu'il a été déchu et réhabilité. Voilà. Donc, après, c'est Ngobila qui, publiquement, dit Moutou chauffé, des histoires. Moutou chauffé, Godem Poyi. C'était dans une interview qu'il a accordée à Sylvie Bongo, en train de copieusement, je crois, insulter Godem Poyi. C'est pas bon. Et donc, le président de la République, vous êtes maintenant le lauréat du doctorat honoris causa. Faites quand même les choses de la plus belle des manières. Vous ne pouvez pas laisser la ville de Kinshasa entre des gens qui ne comprennent pas la raison pour laquelle ils sont là, et c'est très malheureux. Alors, Gardi? En fait, la marche de la République obéit à certains principes. Quand on parle de l'intervention du chef de l'État, je ne sais pas quel niveau on le situe, si c'est dans le contexte... Les garants du bon fonctionnement. Oui, mais les garants des institutions. Les institutions. Et c'est pas soyons pragmatiques, soyons factuels. Il doit faire quoi? À des gens qui ont été élus... Non, s'il vous plaît, doucement, allons doucement. Pour des députés qui ont été élus au suffrage universel direct comme lui, et qui à leur tour ont établi un bureau et ont élu un gouverneur. Mais permettez-moi, s'il vous plaît. Le ministère de l'Intérieur, s'il vous plaît, vous n'avez pas de collaboration avec le président de la République. S'il vous plaît, quand vous parlez de l'Intérieur, vous parlez de quoi? Pas d'échange entre vous, c'est moi qui pose des questions. Okay. Vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, il y a une portion de la politique qui intègre l'approche de la gestion de l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui est divisée? Vous connaissez ma religion. Parce que le bonheur du Congo, c'est dans le respect de principe. Je ne vois pas, en cet instant ici, je crois que ce que le Congolais doivent constater, c'est presque du pugilat. J'ai déjà dit, c'est un guerre de palais, la bataille entre Godem Poyi et qui ça? Godem Poyi et Ngobila. Les gens qui en pâtissent, c'est nous. Ça, c'est une vérité de fait. Mais le problème, c'est que quand on veut dire ici, le chef d'État doit intervenir, dans le sens pédagogique, je dis, il doit faire quoi? Le chef de l'État doit faire quoi? Parce que je rentre dans le principe. Parce que j'étais dans l'approche institutionnelle. À l'approche institutionnelle, je ne vois pas ce qu'il peut faire. Quand c'est des mesures qui viennent des députés, c'est-à-dire dans les prérogatives qui leur sont conférées, ils décident de continuer à jouer au jeu des ping-pong. Le principe qui régit ces institutions-là, ça veut dire qu'on a déjà un problème, c'est un problème d'homme en interne. Je l'ai toujours dit et je veux le répéter, que nous, Quinois, voyons quelle est la nature de gens qu'on a envoyés à l'Assemblée provinciale. Ça nous permettra de refaire le chose prochainement. Quand on parle de Godem Poyi à gauche, à droite, celui-là est destitué, mais c'est ce qu'on appelle des clés, des verrous d'ordre juridique. C'est du juridisme qu'ils sont en train de faire. Celui-là va, il pousse les autres à la faute, vous intégrez quelqu'un dans la signature de la pétition, de lors que 2-3 se retirent, le document devient caduc, il tombe. C'est du juridisme, ça. C'est ça la politique qui sait surfer. Le juridisme est devenu presque le terrain préféré des politiques, où ils surfent à temps et à contre-temps, ils interprètent de choses à gauche, au gré de leurs intérêts. Maintenant, le chef de l'État, si on veut dans la dimension politique, ils sont tous les deux membres de la même majorité. C'est à ce niveau-là que l'intervention peut arriver. Mais l'intervention, c'est quoi? Il faut parler à tout un chacun. À ce niveau ici, je ne vois pas sagement une décision, si ce n'est de mettre les deux ensemble et dire, écoute, pour des raisons de la cause, essayez de taire vos guerres, continuez à travailler ensemble. Mais ça date. Mais doucement. Mais est-ce que nous, on a besoin de voir encore Jantini Ngobila de la ville provinciale? Ni l'un ni l'autre. Non. Ni l'un ni l'autre. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'ils sont dans une dynamique politique, mais le Quinois, lui, ne veut plus voir ni l'un ni l'autre. Parce que personne de deux ne peut défendre un bilan cohérent.
Est-ce que nous sommes là pour voir les politiques décider de choses à leur niveau alors que nous, les bénéficiaires directs, nous n'en avons pas? C'est ça le problème. Le chef d'État va intervenir, il va dire quoi? Il ne va pas dire, allez, Godin Pouillonta destitué, part. Encore là, ce n'est pas dans ses prérogatives. Le chef de l'État n'est pas là pour contredire les décisions de la justice. Le pouvoir a 3 entités. Il y a le pouvoir exécutif dont lui il est le chef, il y a le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Il ne peut pas, dès lors qu'il commence à interférer dans les décisions de la justice, il cesse d'être ces démocrates qu'on le reconnaît. D'ailleurs, le pouvoir exécutif, lui, il est la tête. La personne qui pilote, c'est le Premier ministre dans notre Constitution. Lui, il est dans le rôle de l'arbitre. Le gatekeeper, il a pris une décision et puis il est en train d'écouter ceux à qui il a donné la charge de pouvoir. C'est ça le malheur. Ce n'est pas la première fois de voir un gouverneur avec un président de l'Assemblée. Vous rentrez dans ma logique. Je vous ai toujours dit qu'ici, le problème n'est pas ça. Le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir cette forme, ce rapport des institutions quand on a un problème d'homme. Le rapport entre les assemblées provinciales et le gouvernorat sont tendus dans chaque province. Citez-moi une province où il n'y a pas de problème entre assemblée provinciale et gouvernorat. Il n'y en a pas. Pourtant, c'est la caractéristique de notre classe politique de cette assemblée. Ça, c'est un problème réel. Ils ont été dans un deal. C'est pas un problème où le chef de l'État arrivera, il va tapoter aux gens. C'est ça le problème, c'est des pièges qui se renferment sur lui. Il fait confiance aux gens, il leur donne. Alors, vous donnez raison à ceux qui pensent qu'il faudra révisiter la Constitution pour déchoir les assemblées provinciales. C'est une hypothèse. Je ne suis pas dans cette approche-là, mais moi je pense plutôt que... Quoi, des choix supprimés, vous voulez dire? Supprimer l'Assemblée provinciale, pour moi, si ça serait donner beaucoup trop de pouvoir au gouverneur, seront-ils en mesure de pouvoir faire le travail convenablement? Question mark. Est-ce qu'il faudra le remettre sous l'entière responsabilité de la territoriale? Là encore, ça sera surchargé. Le pouvoir central qui déjà, dans son rapport avec le pouvoir pour un État qui a opté pour la décentralisation, a encore de problèmes. Le Congo est dans la décentralisation, il faut donner la possibilité à chaque entité de fonctionner convenablement. Le problème, c'est l'homme. On a l'exécutif, c'est pourquoi on a l'exécutif, on a les législateurs pour que le rapport soit aussi un rapport de contrôle. Malheureusement, on a un problème d'homme. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ça veut dire qu'il faut rentrer dans les réformes les plus structurelles. Vous savez pourquoi je suis intervenu dans le langage de mon ami? Parce que c'est le langage qui risque de prêter à confusion. Parce que les gens vont dire que Bazo Bounalian, là, mais chef d'État, c'est l'OT. C'est ça le piège de l'institutionnalisation de choses. Le chef d'État, il est le garant, mais aujourd'hui, le chef de l'État n'a même pas l'autorité de destituer un ministre. Peu de gens le savent. Le chef de l'État nomme, mais le chef de l'État ne peut pas. La Constitution ne lui a jamais donné la possibilité de destituer un ministre. Il n'en a pas. C'est soit par sa propre démission, soit par la représentation nationale. Il y a grand temps qu'on réfléchisse un peu, qu'on ne fasse pas du mimétisme, mais qu'on aille dans une approche politique qui colle avec nos valeurs, avec ce que nous sommes. Eh bien, pour vous, la responsabilité revient à la population congolaise qui doit choisir des bonnes personnes. Merci beaucoup. Éric Izani. Ils ont longtemps floué la population. Ils sont passés à côté de la plaque, heureusement. Malheureusement, allais-je dire. Rentrant par rapport à ce qui s'est passé ici, le 9e jeu de la francophonie, quel spectacle ces deux personnalités nous ont offert. Ils ont fait quoi? Ils étaient dans de guerres byzantins inutiles. Pendant que la ville recevait un grand événement de la taille de 9e jeu de la... Mais tiens, le 2 là, comme si ils sont dans de posture. L'un s'est dit être pasteur, l'autre dans l'exécutif, mais je vous dis... Dans l'exécutif, il s'est dit être un juge. Non, ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas que les Congolais devront bien choisir prochainement. N'accordez pas votre suffrage à celui qui viendra nous malmener comme ça. Vous savez, nous avons un problème dans notre communauté ici, même Kinshasa, le problème du paludisme. On appelle ça communément malaria. C'est une maladie communautaire. Si moi je suis propre dans mon vestimentaire, dans mon cadre de vie, et que toi, mon voisin, tu ne l'es pas, lorsqu'il y aura pullulation ou multiplication de moustiques en ophèle là-bas chez toi, ils viendront aussi piquer le mien. C'est-à-dire, dans ça par exemple, les deux personnalités qui engagent l'exécutif d'un côté et le législatif de l'autre, ils pouvaient conjuguer leurs efforts pour pouvoir mettre en place un mécanisme de pouvoir sensibiliser la communauté pour que tous nous puissions être à la fois propres dans le corps et propres dans notre cadre de vie. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont lancé avec pompe ici la vaste opération
Kinshasa Bopeto, mais creux. Parce que simplement, ils mettent en avant-plan leurs préoccupations personnelles et privées. L'un veut s'habiller tout le temps, Gianni Versace. Et l'autre veut tout le temps avoir des problèmes, être chanté, être vu en train de distribuer de l'argent à gauche et à droite chez les chanteurs, pendant que les gens qui l'entourent ne sont pas payés, etc., etc. Nous devons éviter à choisir de telles personnes qui ne reviennent pas. À mon avis, simplement c'est cela. Ils vont croire peut-être qu'on est contre. Non, nous ne sommes pas contre l'un et l'autre. Mais les fonctions qui... vous avez vraiment déçu, quoi. Et bon, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils s'acharnent à pouvoir s'attarder sur ce qui est inutile. Quand même. Merci. Eric et les amis, merci beaucoup. Gardi Diana, merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Gradi Bongwele, vous me rappelez Bongwalanga. C'était un connaît Bongwalanga? Bongwalanga, oui. L'Odeur Bongwalanga. Il fit un grand producteur de spectacles. Gomo Africa à Kinshasa. C'est Gomo Africa qui est à la base de la genèse de tout ce qui est arrivé après, même les Cora, etc. Cora et consorts. Donc c'est parti d'ici avec ce monsieur l'Odeur qui, à cause de votre nom, est revenu dans ma tête. Ok, merci de hommage à l'Odeur Bongwalanga, que son homme repose en paix. Ok, merci. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. Voilà, et de vous dire merci. À notre consoeur Laredi Bakeba qui nous a permis d'avoir toujours des chapitres, chapitrer l'émission. Gardidiane, comment avez-vous trouvé l'initiative? Alors, si vous demandez mon avis, vous le connaissez. Elle peut rester là régulièrement. Oui. Si de temps en temps on sait qu'elle occupera ce fauteuil-là. Bien, elle occupera ce fauteuil parce que de temps en temps on ne sera pas là. Bon, va elle. Et surtout que moi je suis content d'être juste à côté d'elle. Alors, merci à vous. Merci d'avoir suivi cette émission, mesdames et messieurs. On se retrouve prochainement avec d'autres invités, mais avec toujours la même pertinence pour décrypter l'actualité de la République démocratique du Congo. Mais pourquoi pas l'actualité dans d'autres pays et l'actualité du monde. Mesdames et messieurs, restez sur votre chaîne. Au revoir. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.